l'histoire du livre coranique, il peut nous sembler, avec le recul qui est le nôtre aujourd'hui, hein, il faut quand même prendre en considération que entre nous et la naissance du livre coranique, c'est 1400 ans, c'est 14 siècles. Donc nous, on est dans une espèce de légitimité de se poser des questions. Mais les gens qui étaient très proches de la naissance du livre, c'était complètement inutile. Je connais très peu de Parisiens qui habitent juste à côté de la Tour Eiffel, qui se diraient, tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller visiter la Tour Eiffel. Non. La Tour Eiffel, les gens, ils viennent de Tokyo, ils viennent d'ailleurs pour visiter la Tour Eiffel. Ben on est dans le même principe. Lorsque vous êtes proche de la naissance d'un événement, ben vous le connaissez, vous ne vous posez pas de questions dessus. Ce même phénomène, où est-ce qu'on va le rencontrer? Eh ben, on va le rencontrer chez l'autre. L'autre, c'est qui? Ce sont les élites intellectuelles qui ne sont pas musulmanes. Le monde musulman, lorsqu'il va commencer à se développer, il va se développer autour et à travers des élites intellectuelles qui sont chrétiennes, qui sont juives, qui sont irakiennes, qui sont syriaques, qui sont égyptiennes, donc coptes, etc. etc. Donc, si on pousse un petit peu la curiosité à se dire, mais alors ces premiers témoins de l'islam, parce que vous savez qu'en termes de recherche, on peut toujours s'appuyer sur les chroniques d'un camp, mais ce sont les témoignages de l'autre camp qui nous intéressent. Vous avez un camp A et vous avez un camp B. Ben, le camp A, il peut dire ce qu'il veut, puisqu'il parle de lui-même. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce que dit l'autre. C'est ça ce qui nous intéresse. Et lorsqu'on essaie d'interroger donc les autres foyers du savoir qui ne sont pas musulmanes et qui ne sont pas forcément arabes, eh ben on constate la même chose. On constate la même chose. Ils ne parlent jamais de l'histoire du livre coranique. Pourquoi? Ben pour la simple raison qu'ils étaient également très proches de la période de la naissance du livre coranique. Donc ils ne vont pas contester quelque part historiquement l'existence de quelque chose qu'ils ont vu naître. Ils le connaissent. Il y a également un autre élément qui est du temps qui coule, de la ligne du temps. Aujourd'hui, au XXe siècle, tout le monde le dit, le temps passe très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles technologies et on a des outils qui nous permettent d'aller vite. On a des moyens de transport, on a des moyens de communication, et tous ces outils-là font que l'information circule très vite, et de la même façon, la réforme de l'information circule très vite également. Mais lorsque vous revenez dans le temps, ben le temps il s'est écoulé très, très, très lentement. Pourquoi? Parce que les outils pour son développement n'étaient pas développés. Et du coup, lorsque une information naissait il y a 1400 ans, eh ben son développement pour devenir autre chose réclamait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce qui signifie qu'entre le 1er, le 4e, voire le 5e siècle, la même information circulait à peu près dans le même espace. C'est presque les mêmes familles, les mêmes cercles, les mêmes circuits de transmission, etc., etc. Donc les gens ne se posaient pas la question. Ce qui veut dire que à ces périodes-là, on ne posait jamais la question sur l'historicité du livre coranique et qui sous-entend derrière, est-ce que ce livre coranique, il est effectivement il est à l'identique de ce que les musulmans prétendent aujourd'hui. Nous sommes donc, on fait face à deux types d'approches. Une approche qui remonte loin dans l'histoire et qui ne se pose pas la question, et puis une approche qu'on peut qualifier d'actuelle et de contemporaine, qui, elle, pose des questions. Et lorsqu'on revient un petit peu donc, vers les premiers foyers du savoir qui ne se sont jamais posé la question de l'histoire du Coran, qu'est-ce qu'on trouve? Au lieu de développer une production sur la question de l'histoire du Coran, ils ont développé uniquement et exclusivement une littérature qui va dans la traduction. Donc très tôt,
au Moyen-Orient, dans les cercles monaco-chrétiens, juifs et autres, de même que un petit peu sur la rive méditerranéenne, donc sur l'Europe, il y avait des productions de traduction du livre coranique. Donc on ne produisait pas des livres d'histoire, mais des livres de traduction. Pourquoi? Parce que le combat des idées, à cette époque-là, il était sur les questions idéologiques. Parce que lorsqu'ils travaillaient la traduction du livre coranique, ils se permettaient de rajouter ce qui leur semblait nécessaire pour complètement dénigrer l'autre. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Les gens qui connaissaient la langue arabe étaient très peu. Je parle de l'autre, hein, je parle des autres foyers. Hein. Donc, qui maîtrisaient la langue arabe étaient très peu nombreux. Mieux encore, la majorité des populations qui constituaient les nations de cette époque-là, elles étaient analphabètes. Donc ces ouvrages-là, ils étaient destinés à qui? Uniquement au cercle savant. Donc c'était des savants qui faisaient le travail de traduction et qui le destinaient à d'autres cercles savants. Et à l'époque, bien évidemment, le savoir, il était exclusivement religieux. Il n'y avait pas autre chose là. Les nouvelles sciences qui se sont développées autour de la non-croyance, c'est des choses qui sont récentes. À l'époque, l'ensemble des savants, c'était des religieux. Donc les traductions qui se produisaient, c'était uniquement pour dénigrer, pour dire voilà la pensée de l'islam, voilà ceci, voilà cela, le prophète, etc. etc. C'est des questions qui sont assez connues, on ne va pas revenir dessus. Donc ça apporte son lot de preuves que les gens ne s'intéressaient pas à l'histoire du Coran, parce que pour eux, c'était quelque chose qui appartenait à une période, qui était développé dans des endroits bien connus, et que personne ne lui viendrait l'idée de contester la chose. Ça, c'est important, ça. Cette approche, elle va changer. Quand est-ce qu'elle va changer, cette approche? Cette approche, elle va changer tardivement, vers la fin du 19e siècle. On va dire à partir de 1850, et on monte, l'approche change. Pourquoi elle change? Premièrement, parce qu'à partir de cette période-là, va se développer en Europe ce qu'on appelle la critique textuelle. La critique textuelle, c'est quoi? Si on prend un texte et on essaie de l'étudier, de l'analyser en profondeur, en faisant appel à un certain nombre de sciences qui permettent de dire si ce texte, il appartient bel et bien à la période à laquelle il prétend, et dedans, est-ce qu'il y a des rajouts, est-ce qu'il est conforme, et ceci et cela. Très bien. Donc une fois qu'ils ont maîtrisé cette discipline scientifique, ils l'ont appliquée sur quoi? Ils l'ont appliquée sur la Bible. Et en l'appliquant sur la Bible, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Du coup, lorsqu'ils ont vu que ça pouvait marcher sur un livre important, un livre historique, ils ont dit, ça pourrait fonctionner également sur le Coran. Bien évidemment, les Européens de 1850 ne s'intéressaient pas aux questions de l'islam. C'était quelque chose pour eux qui était de l'ordre de l'étranger. L'intérêt, où est-ce qu'il va commencer? L'intérêt va commencer avec la naissance de l'impérialisme. L'impérialisme va pousser les Européens à aller voir ce qui se passe ailleurs, et du coup, dans cet ailleurs, ils se retrouvent en face d'un monde musulman. Un monde musulman, bien évidemment, qu'ils le connaissent. C'est pas à partir de 1850 que le monde européen et le monde musulman vont commencer à travailler ensemble. Sauf qu'avec la montée de l'impérialisme, qui va donner derrière la naissance du colonialisme, on a une force militaire qui arrive, qui s'installe, mais ça n'est pas suffisant, parce que très vite on se rend compte que la force militaire n'est jamais suffisante, il faut également une force idéologique. Et donc toute la force idéologique du monde musulman réside dans son livre, dans son texte. Alors du coup, il y a des petits cercles
bien évidemment, ces actions sont très minimes, sont très petites. Chacun il va essayer de trouver des solutions à ces problèmes de colonialisme et d'impérialisme, entre autres cette question-là de travailler le monde musulman à travers son texte et à travers une discipline scientifique qui pourrait, entre guillemets, on va dire, semer le doute et pousser un petit peu le musulman à réfléchir sur l'histoire de son livre, etc., etc.